Voilà un film qui mérite deux angles d'approche. La vérité cachée qui a inspiré le film et ses secrets de tournage. Pour être complet, l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous regardez cette scène, cette collision de train absolument cataclysmique, vous vous dites beaux effets spéciaux. Car c'est courant aujourd'hui de voir des choses incroyables réalisées à coups de CGI et de retouches sur computer. Bref, si je vous disais qu'il n'y en a aucun, que ce tas de ferraille hurlante, cette explosion monumentale, c'est du 100% réel. This job brings its own surprises. 70-ton locomotive runs wild, and you learn fast to get out of the way and forget the cameras. The smashed equipment cost nearly $50,000. Miraculously, one camera survives, and its film provides some exciting realism. Pour son film Le Train, le réalisateur John Frankenheimer n'a pas fait semblant. Il a détruit de véritables locomotives de la Seconde Guerre mondiale. Sur le papier, Le Train de 1964 avait tout du grand projet hollywoodien, une histoire puissante, librement inspirée des mémoires de Rose Valland, Le Front de l'Art. Cette scène d'ouverture, à la fois impressionnante et intimiste, où l'on voit les œuvres s'éclairer les unes après les autres, jusqu'à l'arrivée des soldats qui vont s'affairer à tout emballer méticuleusement dans le but de tout transférer en Allemagne. Cette scène va être le reflet de tout le film, simple mais percutante. Cette conservatrice française a réellement risqué sa vie pour sauver des milliers d'œuvres d'art volées par les nazis. Le film se concentre sur un moment clé, en août 1944, que Paris est sur le point d'être libéré. Un colonel Paris, 2 août 1944, 1511e jour de l'occupation allemande. Devant l'avance alliée, les seigneurs de la guerre, comme ils s'étaient baptisés eux-mêmes, préparent leur retraite, qui va très vite devenir une fuite, puis une déroute. Au milieu de tant d'événements extraordinaires, au cours de ce conflit gigantesque, un autre conflit va naître. Libéré. Un colonel allemand aussi raffiné qu'obsessionnel veut envoyer en Allemagne un train rempli de chefs-d'œuvre de l'art moderne. Face à lui, des cheminots résistants, menés par le très pragmatique Paul Labiche, vont tout essayer pour arrêter ce convoi. Le dilemme du film est vertigineux. La vie d'un homme vaut-elle plus qu'un tableau de maître? Faut-il sacrifier des gens pour sauver des peintures? Voilà la question. Et cette question, c'est ce qui fascinait le premier réalisateur, Arthur Penn, qui voulait en faire un drame psychologique, une réflexion sur la culture et la résistance. Mais la star du film, elle, Burt Lancaster, qui joue Labiche justement, ne l'entendait pas de cette oreille. Lancaster venait de tourner Le Guépard de Visconti, un chef-d'œuvre certes, mais un flop monumental aux États-Unis. Il devait absolument renouer avec le succès et rappeler au public qu'il était une star de l'action, un héros physique. Un film cérébral sur l'art? Pas question. Lui, il voulait de l'action, de la sueur, du métal tordu et des explosions. La vision d'Arthur Penn était bien plus subtile pour lui. Le clash était inévitable. Résultat, Arthur Penn est viré. La raison officielle, c'est la divergence artistique, mais en réalité, c'est un bras de fer entre la superstar qui joue sa carrière et un réalisateur qui refuse de faire un blockbuster. Lancaster voulait un film qui en mette plein la vue, et pour ça, il avait déjà quelqu'un en tête,
un jeune loup avec qui il venait de faire Le prisonnier d'Alcatraz et 7 jours en mai, un type connu pour son énergie et son goût du risque, John Frankenheimer. L'appel entre Lancaster et Frankenheimer est devenu célèbre. En gros, ça donnait: ici, Burt Lancaster, on a un train en France et on a un problème. J'ai viré le réalisateur. Tu peux être là à Paris après-demain. Frankenheimer sent l'occasion de sa vie et ne se contente pas de dire oui. Il va poser ses conditions que n'importe quel réalisateur rêverait encore d'avoir aujourd'hui. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur ces exigences et concentrons-nous d'abord sur ce qui a inspiré ce spectacle total, ce face-à-face brutal entre deux hommes que tout oppose sur fond de fin de guerre. London. The train is a masterpiece. Breathtaking, brilliant, tremendous. C'est l'image d'Épinal parfaite de la résistance des héros masculins forts qui prennent les armes et vont tout faire sauter pour la bonne cause. Le film d'ailleurs est dédié aux cheminots français. Cette vision a marqué des générations entières, elle a forgé notre imagination sur cet épisode de l'histoire. Le seul problème, c'est que cette version, aussi spectaculaire soit-elle, cache une histoire bien plus complexe et surtout, elle oublie la véritable héroïne de l'affaire. Pour ça, il faut remonter à la source. Le film est bien basé sur des faits réels et plus précisément sur un livre, Le Front de l'Art, publié en 1961, et l'auteur de ce livre n'est ni un cheminot, ni un soldat, c'est une femme, Rose Valland, historienne de l'art et conservatrice au musée du jeu de paume pendant l'occupation. Son livre est le récit de son combat au cœur même de la machine du pillage nazi. C'est elle qui a documenté au péril de sa vie le vol systématique des collections d'art, en particulier celles des familles juives, et c'est elle qui a donné l'alerte pour ce fameux train. Quand Hollywood achète les droits, la machine se met en marche, cette décision change tout. Le scénario est entièrement réécrit pour mettre au centre un héros américain pur jus, le personnage de Paul Labiche. Et le personnage de Rose Valland dans tout ça, eh bien, il est rebaptisé Mademoiselle Villard et il est réduit à un second rôle très anecdotique. Alors parlons de ce que ce film a effacé, parlons de la vraie Rose Valland. Elle est née en 1898 dans une famille modeste. C'est une femme brillante et déterminée. Elle se fait une place dans le monde de l'art, à l'époque très masculin, et devient conservatrice au musée du jeu de paume à Paris donc. Quand la guerre éclate et que Paris est occupé, ce musée devient la plaque tournante du pillage nazi. C'est là qu'une unité spéciale nazie entrepose des milliers d'œuvres d'art volées aux musées et aux familles juives, déportées avant de les envoyer en Allemagne. Officiellement, Rose Valland n'est qu'une employée de musée. Les officiers nazis la prennent de haut, la voient comme une petite fonctionnaire insignifiante et qui en plus ne comprend pas un mot d'allemand. Ce sera là leur plus grosse erreur, effectivement, car non seulement Rose Valland parle couramment allemand, mais pendant les 4 ans, elle va mener un double jeu d'un sang-froid absolu. Le jour, elle observe, elle écoute. Et la nuit, elle note tout dans des petits carnets secrets. Elle liste les œuvres, leurs propriétaires et les noms des officiers nazis, et surtout la destination des caisses. Elle note les numéros de train, les gares d'arrivée, les châteaux en Bavière, où Hitler et Göring comptent cacher leurs trésors. Ces informations, elle les transmet à Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux et membre de la Résistance. Grâce à elle, après la guerre, plus de 60 000 œuvres et objets d'art ont été retrouvés et restitués. Rose Valland est sans l'ombre d'un doute l'une des plus grandes figures de la sauvegarde du patrimoine mondial. Voilà, maintenant on a le contexte historique. Mais Hollywood, c'est une machine à business et une histoire de résistance intellectuelle, de courage silencieux, menée par une femme de 45 ans, n'était pas assez vendeur. Et on en revient à Arthur Penn, viré, et John Frankenheimer qui arrive à Paris en position de force.
It was in the Clouvet collection, wasn't it? It was. We're removing the paintings. Pack them carefully. Where are you taking them? To a safe place. But no place is as safe as Paris. The city has been declared open. It won't be bombed or shelled. Il sait que la production est dans une impasse et que Lancaster a besoin de lui comme jamais. Ses exigences sont donc énormes. D'abord, il veut le final cut, le droit au montage, ce qui lui donne le contrôle absolu artistique. Ensuite, il exige que le co-réalisateur français qui était là pour respecter les règles de coproduction à l'époque soit purement et simplement viré du plateau. Il veut être le seul et l'unique patron. Troisièmement, et c'est l'anecdote la plus folle, il demande une Ferrari, non pas pour des scènes dans le film, mais pour lui, une voiture de sport pour se balader sur les routes françaises entre deux scènes d'explosion. Enfin, il négocie que son nom soit dans le titre, juste avant le titre, et ce ne sera pas donc un film de Burt Lancaster, mais ce sera son film. Une fois que tout est signé, Frankenheimer se met au travail avec une fureur incroyable. Il arrête tout ce qui avait été commencé pendant 2 semaines pour réécrire complètement le projet, finit le drame psychologique, le nouveau scénario est centré sur l'action et le suspense, et surtout un réalisme poussé à l'extrême. Frankenheimer est obsédé par une chose, que le spectateur ressente le poids de l'acier, de la chaleur du feu, la peur des personnages, et pour ça, pas question d'utiliser des maquettes. Il allait utiliser de vrais trains et les faire dérailler pour de vrai. C'est là que le tournage du train bascule dans la légende. Là où la folie du réalisateur s'approche du génie. Détruire d'authentiques locomotives à vapeur de la SNCF semble complètement fou et hors de prix. Mais Frankenheimer a eu une chance incroyable. Effectivement, la SNCF était en pleine modernisation et s'apprêtait à envoyer à la casse des dizaines de vieilles locaux et à démanteler des gares de triage. Alors, au lieu de les envoyer chez le ferrailleur, ils ont donné carte blanche à l'équipe du film. Vous voulez faire exploser une gare? Servez-vous. On allait la détruire de toute façon. C'est pourquoi dans la scène du raid aérien, qui a demandé 4 mois de préparation, pas moins de 140 kg d'explosifs, 1 tonne de TNT, 2000 litres de gasoil et 22 caméras. Tout a explosé en l'espace d'un peu plus d'1 minute. Pas de seconde prise et le budget du film va doubler. Il a finalement atteint 6,7 millions de dollars. Pour la scène finale de la collision, une des plus dingues de l'histoire du cinéma. 7 caméras sont positionnées. Frankenheimer utilise de la dynamite pour faire sauter les rails juste au moment de l'impact pour être sûr que le spectacle soit total et totalement imprévisible. Il n'y aura qu'une seule prise encore une fois et c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est la destruction réelle de matériel historique filmé avec une précision d'horloger. Ce réalisme donne aussi une force qu'aucun effet spécial, aucun effet numérique ne pourrait jamais égaler. Ce souci du réalisme ne s'est pas arrêté aux machines, il a aussi concerné les acteurs, à commencer par la star, en plein milieu du tournage, Burt Lancaster, 50 ans à l'époque. Il vient de les fêter sur le plateau d'ailleurs. Se blesse gravement au genou.
ancienne blessure qui se rappelle à lui. Mais pas en faisant une cascade, en allant jouer au golf pendant une journée de repos. Une blessure pareille aurait dû stopper le tournage pendant des semaines. Mais, pour Frankenheimer, un problème est juste une solution qui s'ignore. Plutôt que d'attendre que l'acteur guérisse, il intègre la blessure à l'histoire. Il fait réécrire le scénario, le personnage de la biche se prend une balle dans la jambe en s'échappant. Du coup, quand on vous voyait Burt Lancaster boiter dans la deuxième partie du film, il ne joue pas la comédie, c'est sa vraie douleur. C'est celle d'un homme qui continue à tourner malgré sa blessure. Cette décision rend le personnage encore plus réel, plus humain et son combat encore plus admirable. Sur le plateau, l'ambiance est électrique, aussi intense que le film lui-même. Toutes les scènes de sabotage, de déraillement, de bombardement ont été tournées en conditions réelles, avec les acteurs et techniciens au plus près du danger. Les relations, bien sûr, entre Frankenheimer et Lancaster, même si elles étaient basées sur un respect mutuel, étaient souvent explosive. Est-ce que cette tension en coulisses apparaît à l'écran? Est-ce que cette énergie, l'urgence qui traverse tout le film, qui n'est pas simulé, apparaît à l'écran? C'est le reflet d'un tournage mené à 100 à l'heure par un réalisateur obsédé par une seule chose, la vérité. Et oui, cela transparaît à l'écran. On est vraiment pris à la gorge avec ce film, on est vraiment poussé dans nos retranchements, pas de temps mort, et c'est remarquable pour un film qui dure près de 2h30. Tourner en France n'était pas qu'une simple question de logistique, c'était un choix artistique crucial. Frankenheimer a su utiliser les décors naturels comme personne. Le film a été tourné à Saint-Ouen, en Normandie, et surtout à Vaires-sur-Marne pour les scènes de gare. Cette authenticité des lieux avec les briques et les voies usées et les paysages français qu'on reconnaît ancre l'histoire dans une réalité qu'on peut presque toucher. On est à milieu des studios et au milieu de tout ce fracas, il y a la distribution, les acteurs français, avec un petit rôle mais tellement touchant de Michel Simon. Tous les acteurs qui accompagnent Lancaster sont d'une justesse incroyable. Tout ceci ne serait pas complet, bien sûr, si je ne parlais pas de l'actrice, presque l'unique du film, qui amène une touche de conscience et de finesse. Jeanne Moreau, qui joue Christelle, l'hôtelière. Son personnage devient un peu la boussole morale de la biche. On ne peut pas dire que leur première rencontre soit la plus belle des relations qui soit. Lancaster lui tend un billet de 100 francs en lui demandant si c'était le prix pour lui avoir sauvé la vie. Mais la résistance est dans l'âme de chaque Français et leur relation finira par évoluer. La présence de Moreau, tout en retenue, en force tranquille, donne au film une humanité qui était indispensable face à toute cette fureur mécanique. Mettons le film face à la réalité de l'opération, du train connu sous le nom du train d'Aulnay. Dans le film, c'est un festival de sabotage. La biche et ses hommes font dérailler des locaux, provoquent des collisions, dynamitent la voie. La confrontation est violente, directe et coûte la vie à de nombreux résistants.
Le film se termine sur un déraillement final qui stoppe net le train au passage. Je préciserai que 2 caméras ont été détruites car elles étaient placées trop près de l'action. Dans la vraie vie, l'opération a été bien plus subtile et pour tout dire, tout aussi géniale. Le 1er août 1944, Rose Valland, on revient à elle, apprend que les nazis préparent un dernier grand convoi. Elle alerte aussitôt la résistance, l'objectif n'est surtout pas de détruire le train, ce qui aurait anéanti ce qu'il transportait. Le but, c'est de le ralentir, de le freiner à tout prix jusqu'à ce que les Alliés qui approchent puissent l'intercepter. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le film d'ailleurs. La résistance fer, des chemins de fer, entre alors en jeu. Mais au lieu de faire tout sauter, ils vont multiplier les manœuvres pour faire perdre du temps. On prétexte des pannes imaginaires, on trafique les feuilles de route, on échange la locomotive neuve et rapide pour une vieille machine à vapeur et poussive, programmée d'ailleurs pour tomber tout le temps en panne. L'un des coups de génie fut de faire tourner le train en boucle grâce à un jeu d'aiguillage. Les cheminots ont fait revenir le convoi près de son point de départ, alors que les soldats allemands étaient persuadés que le train fonçait vers l'Allemagne. La ruse a presque dépassé la fiction, même si on utilise encore une fois les mêmes procédés dans le film, avec beaucoup d'ingéniosité et de courage des hommes du rail. Donc tout ça on le voit quand même dans le film, même si bien sûr c'est poussé à l'extrême. Finalement, après des jours de ce jeu et du chat et de la souris, le train 444 est immobilisé en gare d'Aulnay-sous-Bois, non pas par une explosion, mais par une série de problèmes techniques et administratifs. Et oui, déjà en ce temps-là, et même en temps de guerre. Il y sera retrouvé par la 2e division blindée du général Leclerc. Alors vous l'aurez compris, le train est bien plus qu'un simple film de guerre. C'est le souvenir d'une époque du cinéma où le danger, on ne le créait pas en post-production. On le filme. Mais d'ailleurs, c'est quoi pour vous l'anecdote de tournage la plus folle que vous connaissez? Racontez-moi ça dans vos commentaires, j'adore lire vos histoires et si vous aimez découvrir les secrets des films cultes, bien sûr, vous pensez à liker et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines publications. À sa sortie, le train a eu un succès mitigé, il a très bien marché par contre en Europe, il a été un vrai succès en France. Aux États-Unis, ça a été un peu plus modeste. Le film a tout juste couvert son budget colossal de l'époque. Mais c'est l'histoire qui a donné raison à Frankenheimer. Aujourd'hui, le train est vu comme un chef-d'œuvre absolu du film d'action, un classique dont l'influence est encore visible partout. Son réalisme, ses cascades hallucinantes et sa tension narrative n'ont pas pris une ride. Au final, c'est un tournage chaotique qui est né d'une crise et qui est porté par l'obsession d'un homme qui a donné au film son identité. Les accidents, les tensions, les risques insensés n'ont pas été des obstacles, ils sont devenus le cœur même du film. J'ai découvert ce film pour créer cette rétrospective. Il m'avait été chaudement recommandé lors d'un commentaire, comme quoi je les lis les commentaires. Et je remercie Pierre d'ailleurs. Et il fallait bien que je rattrape donc cette lacune. Grand bien m'a pris parce que ce film est d'une force impressionnante, d'une tension constante et on prend fait et cause pour les cheminots et ces hommes qui ont résisté jusqu'au bout. C'est une très belle leçon de cinéma. On peut au passage mentionner un film plus récent sur le même sujet où Cate Blanchett interprète le rôle de Rose Valland. Il s'agit de Monument Men réalisé par George Clooney. Jamais il n'atteindra la force du film Le Train. La prochaine fois que vous regarderez Le Train, vous ne verrez plus seulement un film, vous verrez la vraie blessure de Lancaster. Vous entendrez le vrai fracas des trains qui s'écrasent et vous sentirez la volonté d'un réalisateur qui était prêt à tout pour capturer un éclair de vérité. Car le secret ultime du train, c'est peut-être ça. Ce n'est pas juste un film sur la résistance, c'est un acte de résistance cinématographique. Sur ces belles paroles, eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rétrospective.
Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, que voulez-vous, c'est l'âge. En tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao.